Donc, présentement, on est live. Je vais laisser les gens entrer tranquillement. On va commencer en quelques secondes. OK, donc bonjour tout le monde pour notre premier webinaire en français pour le Marketplace by Windor présenté par Quanex. On a Martin Saint-Arnaud qui est directeur des ventes associé chez JSA Machinerie. Donc Martin, je pense que vous êtes bien organisé de votre côté. Je vais te laisser la parole puis on regarde ça ensemble. Super, merci beaucoup Stéphane. Merci de l'invitation à participer au Windor Marketplace. Pour ceux qui nous ont suivis un petit peu là, depuis le mois de juillet, on a décidé de lancer une série de webinaires sur l'automatisation avec différents sujets. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière sur des sujets qu'on a déjà abordés parce qu'avec Fenestration Canada, là, on atteint un public un petit peu plus large. Fait que dans le fond, ce qu'on a décidé de présenter aujourd'hui, la présentation s'intitule L'usine du futur à notre portée. Le titre vient du fait qu'on a beaucoup de questionnements qui nous viennent dans des visites clients le monde ont l'air peut-être avoir une mauvaise information de qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui ne peut pas se faire dans le domaine de l'automatisation pour la fenêtre. Je vais parler vraiment beaucoup plus de fenêtres aujourd'hui que de portes, mais il y a certains éléments là, qui peuvent être utilisés autant dans un sens que dans l'autre pour la fenêtre et la porte. Fait que juste, si vous avez des questions qui portent sur les portes, gênez-vous pas, vous pouvez quand même les poser. Je vais pouvoir y répondre aussi. Gênez-vous pas poser des questions. Je vais faire de mon mieux pour essayer de répondre en direct. Si jamais je suis capable de bien les voir à l'écran puis que je vois que ça fit dans la bonne conversation. Sinon, à la fin, je vais revenir à la liste de questions. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol de l'automatisation existante pour la fabrication de fenêtres nord-américaines. Ça s'applique aussi à ceux qui font du tilt and turn. C'est juste que ça ne sera pas nécessairement les mêmes quincailleries, les mêmes termes que je vais utiliser, là, mais ça s'applique quand même à ce que vous faites. Après ça, on va passer dans tous les éléments de la coupe jusqu'à l'assemblage final. On va parler d'optimisation des temps masqués. On va parler de prélocalisation de quincaillerie. Donc, le premier élément qu'on va voir dans les usines, on va parler de coupe. La coupe, il y a différentes manières de procéder. Dans le fond, on va parler de coupe puis on va parler de prélocalisation de quincaillerie à ce niveau-là. Si j'y vais avec la manière, disons, simple pour peut-être la plus petite entreprise, on va y aller avec une scie double conventionnelle qu'on va être capable d'envoyer l'information à partir de notre logiciel informatique, d'envoyer une liste de coupes à la machine. Puis on pourrait, avec une deuxième station de travail, venir et essayer d'éliminer tous les travaux qui vont se faire là, sur des punches, des travaux qui vont se faire sur les copy-routers, les N1000, puis d'essayer de tout ramener ça jusqu'à un simple poste de travail. Donc, si on prend l'image qu'il y a à l'écran présentement, là, on voit un petit centre d'usinage. Dans ce centre d'usinage-là, l'idée principale va vraiment être de ne pas essayer de tout faire sur la même machine, mais de quand même de redistribuer le travail qu'il y a à faire. Si je prends, par exemple, on pourrait avoir une station qui serait pour les volets. Donc, on pourrait dire qu'on veut que cette machine-là va nous faire prépositionnement des keepers, prépositionnement des snubbers. On pourrait dire des clips pour volets fixes qu'on pourrait venir pré-percer. On pourrait faire ce travail-là, dans le fond, avant le soudage pour quand que le volet arrive à nos tables d'assemblage à la fin. L'opérateur verrait là, tout ce qu'il y a à assembler sans nécessairement devoir sortir ses feuilles puis prendre des mesures avec des outils pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sur sa fenêtre. Donc, keeper, snubber, clip à volet, on pourrait même positionner là, le rail pour un volet battant.
un volet. Il y a différents travaux qui peuvent être faits comme ça. Dans le cadre, encore une fois, keeper, snubber, on pourrait venir percer l'opérateur, on pourrait venir percer la barrure, on pourrait venir localiser le meneau, autant là, dans le cadre coulissant qu'un cadre battant. On a plusieurs travaux qui peuvent être faits sur ce type de station de travail-là. Après ça, si je m'en vais même jusqu'au meneau, on pourrait, au lieu d'avoir un N1000 d'avoir un copy router à côté, on pourrait passer le meneau en une seule station de travail. On met le meneau dans la machine, on vient découper les deux bouts, faire les machinages, puis on pourrait faire le bed de la machine pourrait se tourner, puis on serait capable de venir faire la barrure qui est sur le dessus. Dans le cas qu'on aurait des clips de cadre pour recevoir un volet fixe, on pourrait aussi les positionner. On pourrait positionner Keeper Snubber, même titre que le cadre dans le menu. C'est tout du travail là, qui peut être fait sur ce type d'équipement-là. Si on y va un petit peu plus automatisé, naturellement, on peut s'en aller vers une scie qu'on va avoir un centre d'usinage intégré. Donc, si avec centre d'usinage intégré, on va faire le même travail que je viens de dire sur une scie et un centre d'usinage un à côté de l'autre, sauf qu'on a moins de manipulation. On va gagner du temps, on va gagner on va éliminer des erreurs possibles de l'employé qui ne met pas la bonne pièce dans la machine. On va éliminer des risques d'endommager le matériel parce qu'on les met dans une boîte, dans une deuxième boîte, troisième boîte. On élimine des étapes, donc on améliore vraiment notre processus. Les nouvelles technologies qui existent au niveau des scies nous permettent de garder une cadence beaucoup plus élevée que les premières scies de ce type de génération-là qui existent. Donc, on peut penser, si on s'en irait un petit peu plus tard là, dans les soudeurs, qu'on va avoir un alentour de 400 volets, 400 cadres possibles de souder, donc 400 cycles dans un chiffre de 8 heures. Le gros questionnement qu'il y avait, c'est que si on avait trop d'usinage sur la scie, on n'était pas capable de respecter la cadence de la soudeuse en l'approvisionnant toute la journée. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième scie? Comment on procède à ça? Les nouvelles technologies de scie qui sont en train de sortir sur le marché présentement nous permettent de respecter cette cadence-là, même avec des usinages. Petite allusion à ce que je vais parler un petit peu plus tard quand on tombe dans les lignes de soudage, c'est qu'il y a beaucoup de travail maintenant qui peut également être fait sur les lignes de soudage, qu'on peut enlever de la scie. C'est juste de voir le processus de comment vous êtes rendu dans votre automatisation. Exemple, si vous venez juste de faire l'acquisition d'une ligne de soudage, puis que vous ne voulez pas changer ce que vous avez présentement, puis que votre scie est due en âge, en capacité, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout envoyer vers votre scie. Mais si c'est l'inverse, vous avez une scie neuve, bien, il y a quand même beaucoup de possibilités qu'on est capable de faire, d'intégrer au niveau de votre ligne de soudage. Il s'agit juste de regarder le problème de comment il est chez vous et non de juste penser global. Voici la meilleure pratique possible. Il existe beaucoup de pratiques autant que de fabricants de portes et fenêtres. Donc, après ça, si je vais un petit peu plus loin au niveau des scies, si on utilise ces scies-là qu'on appelle des scies haute vitesse pour suivre la cadence d'une soudeuse haute vitesse, il y a quand même une possibilité d'utiliser ces scies-là juste pour faire de la coupe. Donc, on prendrait une cadence qui est excessivement rapide pour être capable d'envoyer le matériel à nos soudeurs. Donc, si on parle d'une scie qui est capable de suivre une cadence de 400 carrés avec machinage, la même scie peut faire jusqu'à 800 carrés si elle fait juste couper le matériel. Donc là, on serait capable de même penser à l'extrême de dire que cette simple scie-là pourrait fournir 2 soudeuses haute vitesse ou fournir une soudeuse haute vitesse à 2 paliers qui aurait 2 nettoyeurs de coin au bout. Il y a différents scénarios encore là qui peuvent être écrits là, mais on n'est plus limité par les capacités de produire, de couper et de faire notre préfabrication comme qu'on l'était là, avec le début des soudeuses haute vitesse qui sont rentrées sur le marché. Donc, si je m'en vais vers les soudeuses maintenant,
Ce qu'on est capable de faire au niveau des soudeurs, donc vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, soudeurs haute vitesse, ça va être quoi l'avantage d'une soudeuse haute vitesse versus une soudeuse conventionnelle comme que vous avez probablement dans votre usine présentement? C'est que, premièrement, on va travailler sur une moyenne d'environ 2 fois plus vite que ce que vous avez présentement. Une soudeuse conventionnelle, si on prend le temps de mettre les pièces dedans, de les retirer à la fin, on va parler d'environ d'un cycle qui va avoisiner les 2 minutes. Quand on tombe dans une soudeuse haute vitesse, on va tomber aux alentours de 50 à 60 secondes pour souder le matériel dépendant de la grosseur du profilé qu'on va mettre dedans. Donc, ça ne sera plus nécessairement un cycle qui va être établi fixe. Ça va être un cycle qui va jouer en temps par rapport à la grosseur de la pièce qu'il va avoir dedans. Donc, si on pense à un volet coulissant, on va être dans les alentours de 50 secondes. Puis si on pense au Québec avec un cadre de 6, 9, 16 moulures à briques intégrées, on a un petit peu plus de viande à aller fondre. Fait qu'on on va avoisiner la minute en temps de cycle sur la soudeuse. Le gros avantage qu'il va avoir derrière ça, c'est au niveau de la précision de la soudeuse. La soudeuse travaille avec des servomoteurs pour faire le pincement, donc va toujours avoir une conscience de son positionnement. Ce que je veux dire par ça, c'est que si on prend un exemple qu'on veut faire un carré de 1000 par 1000, la machine, elle va prendre la mesure de la pièce qu'on va mettre dedans. Donc, techniquement, on devrait mettre une pièce qui a 1006 pour fondre 3,8 mètres de chaque côté. En réalité, ce qui arrive, c'est que souvent, on va avoir une pièce de 1007, on va avoir une pièce de 1008, une pièce de 1005 pour toutes les bonnes raisons du monde. Il fait chaud, il fait froid, la scie est désajustée. Mon 90 n'est pas parfait sur ma scie. C'est des choses que les nouvelles technologies de soudeuses vont être capables de corriger au niveau de la soudure. Donc, si je prends l'exemple qu'on met une pièce de 1007, dans la machine, mais la machine, elle, va prendre la mesure de la pièce, elle va faire, oups, j'ai une pièce de 1007, je dois fondre 1,5 de plus de chaque côté pour en arriver à mon push final qui va être de 1000 par 1000 pour avoir mon carré parfait. Cette même information-là peut être utilisée à différents endroits dans l'usine. Donc, si on pense un petit peu à rentrer dans l'ère du 4.0, on fait juste effleurer le sujet un petit peu, on est capable d'arriver puis d'utiliser l'information de mesure qu'il y a dans la soudeuse. Donc, cette même soudeuse-là pourrait, par exemple, nous créer une liste de coupes en live, en direct, sur une scie pour les parcloses. Donc, vous savez, les parcloses, on essaie de les couper de manière théorique à une certaine mesure qui va être un calcul entre la grandeur de votre volet ou de votre cadre fixe pour avoir la mesure finale de la parclose. Mais souvent, ce qui arrive en pratique, c'est que si on l'a coupé d'avance, on l'a peut-être coupé un petit peu trop forte, on l'a peut-être coupé un petit peu trop faible. Encore une fois, à cause des tolérances que le PVC va nous donner, à cause que la précision de notre soudeuse ou de notre scie est à revoir à cause de l'âge. Pour toutes ces raisons-là, on va avoir un ajustement à faire au niveau de nos parts closes. Donc, si je prends l'information directement à la soudeuse, qui, elle, est supposée, par exemple, mon 1000 par 1000, est supposée me donner mon 1000 final, mais pour toutes les bonnes raisons, encore une fois, elle me donne un 999 au lieu d'un 1000. Mais la scie de Parclose va le savoir, puis va avoir la bonne information, va pouvoir faire le bon calcul pour arriver à ma longueur de Parclose finale. Je pourrais utiliser le même principe pour du soufflage. Je pourrais utiliser ça pour faire couper mon aluminium pour de l'hybride. Vous pouvez penser là, aux différentes listes, aux différentes places que vous prenez des mesures dans votre usine, que vous pourriez éliminer l'employé avec un ruban à mesurer dans les mains qui vient prendre des mesures. Un autre élément qu'on est capable de faire dans une soudeuse, on est capable, dans le cadre battant, on serait capable de venir percer les trous pour recevoir un meneau. Donc, vous pouvez penser à la haute précision que ça va avoir, d'être capable de faire le perçage une fois que la pièce est tenue d'équerre dans la machine. On peut faire le même perçage sur une table à côté. On pourrait faire le même perçage sur une scie auparavant.
il y a ces différentes manières de penser, ces différentes layouts d'usine, puis il y a beaucoup de bonnes raisons qu'on voudrait le faire dans la soudeuse comme qu'on voudrait le faire ailleurs. Par exemple, si on a, dans ce cas-là, ça nous permet juste de faire le cadre battant. Mais si dans la même soudeuse, on passe le cadre coulissant puis le cadre guillotine, on n'est pas capable de venir faire ce perçage-là, mais l'investissement devrait être fait ailleurs dans votre usine pour faire le perçage de meneaux tout à la même endroit et non seulement dans un cas précis comme le battant de le faire sur celle-là, mais de ne pas le faire sur vos autres types de fenêtres. Mais dans l'usine, qu'on pense qu'il y aurait une soudeuse attitrée seulement au battant, au cadre battant, mais ça pourrait être une idée de le faire dessus. Une des raisons pourquoi on ne le mettrait pas dessus si vous faites un cadre et volet sur la même soudeuse, c'est que l'outil qui est rajouté à la machine va nous enlever un peu va créer une limitation dans la plus petite mesure qu'on est capable d'aller faire avec la soudeuse parce que l'outil est entre deux têtes. Donc, notre minimum de soudage va être réduit versus si on fait juste des cadres, que ça a moins d'impact à ce niveau-là. Si je passe ensuite à la les tables de fabrication, donc naturellement, ce qu'on veut ici, c'est on ne veut certainement pas envoyer les pièces directement à une table de refroidissement. On veut l'envoyer à une table de refroidissement, on ne veut pas l'envoyer directement dans le nettoyeur de coin. Puis là, en même temps que je vous dis ça, j'ai réalisé que j'ai oublié une petite partie. Donc, je vais juste revenir en arrière aux soudeurs. Il y a d'autres technologies qui existent en soudage. Des questions qui ressortent souvent, c'est au niveau des soudeurs qui vont faire ce qu'on appelle le seamless. Malheureusement, en Amérique du Nord, le seamless est encore à prouver au niveau de la qualité de ce qu'on est capable d'aller chercher. Parce que le seamless, à la base, dans toutes les différentes technologies que j'ai vues chez différents fabricants européens, c'est que souvent, on va venir machiner la pièce, on va venir enlever du PVC pour être capable d'aller chercher un meilleur fini. On va pousser le matériel vers l'intérieur. Mais dans le cas d'une fenêtre européenne, que les murs sont beaucoup plus épais, d'aller enlever un peu de matériel va créer un moins gros impact que si on prend, par exemple, un volet québécois, que les murs sont déjà assez minces. Si on vient enlever du matériel, il reste qu'une question derrière ça qui va savoir est-ce que ma soudure va être aussi solide que si je travaillais avec une soudeuse haute vitesse ou une soudeuse conventionnelle. La réponse qu'on a pour l'instant, c'est que c'est pas tout à fait, mais c'est pas mauvais non plus ce qui se passe. Je pense qu'il y a certains éléments qu'on pourrait les utiliser. Par exemple, si je pense à la compagnie Graph, qu'eux vont faire l'assemblage d'une fenêtre hybride dans le cycle de soudage. Donc, on va avoir vraiment un cycle qui est plus long, mais on va travailler avec une seule station de travail au lieu de travailler avec plusieurs stations de travail. Les désavantages qu'on va voir à ce niveau-là, ça va être au niveau de la coupe. On va devoir couper sur la même scie. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler la pièce d'aluminium et la pièce de PVC ensemble et la couper sur la même scie. Où ce que moi, je vois un petit bémol, c'est au niveau de la contamination des lames, contaminer le PVC pour être soudé par après. C'est une question à essayer de répondre. Ensuite, d'aller prendre une pièce d'aluminium avec ces mesures qui ne sont pas toujours exactes, puis avec une pièce de PVC de 16 pieds de long, que les mesures ne sont pas toujours exactes, les deux pièces ont leur propre tolérance, d'aller les assembler une sur l'autre va pas toujours être évident, mais ça se fait quand même. Le gros avantage qu'il va y avoir derrière ce type d'équipement-là va vraiment être au niveau de l'ergonomie d'usine, de venir faire un assemblage, une station, d'avoir un volet hybride ou un cadre hybride complètement assemblé à la sortie de la machine. On élimine beaucoup de tables de travail derrière, puis naturellement, en éliminant des tables de travail, on élimine de la main-d'œuvre. Pas qu'on veut éliminer la main-d'œuvre, mais c'est que présentement, la main-d'œuvre est très difficile à trouver, encore plus la qualifier. Donc, ça pourrait être une bonne avenue à ce niveau-là. Mais d'essayer de prendre le principe du seamless et de l'appliquer à la fenêtre blanche standard,
Selon moi, les technologies qui existent au niveau de soudage haute vitesse, de nettoyage qu'on offre, vont arriver à pratiquement le même fini au niveau de l'esthétique, mais beaucoup plus rapidement avec une soudeuse haute vitesse qu'avec un système de seamless, que le temps de cycle va avoisiner là, les 3, 4, 5 minutes pour souder un carré. Donc, dans le cas d'une fenêtre laminée, dans le cas d'une fenêtre hybride, on peut vivre avec le 4-5 minutes de temps de cycle, mais on ne peut pas vivre avec, avec ce temps de cycle-là quand on produit une fenêtre blanche à profusion. Donc, je passe réellement cette fois-ci aux tables, des tables qui sont des tables de refroidissement. Donc, deux manières de penser. Ça dépend des travaux qu'on a fait auparavant. Est-ce qu'on a fait nos usinages sur la scie? Est-ce qu'on a fait un usinage dans la soudeuse? Est-ce qu'on ne veut tout simplement pas faire de pré-usinage? On laisse ça aux tables d'opération. Dans ce cas-là, on pourrait simplement avoir une zone tampon que la pièce vient refroidir entre la soudeuse et le nettoyeur de coin. On pourrait aussi intégrer en temps masqué des opérations sur ces tables-là. Dans les opérations, on peut travailler uniquement dans le sens parallèle de la machine. Donc, on peut travailler deux côtés seulement de la pièce qui est en train de passer dedans. Donc, on pourrait penser dans un cadre, autant le battant coulissant guillotine, on pourrait faire le pré-perçage du meneau. C'est la seule opération qu'on va être capable de faire parce que si on pense qu'on est en train de percer le meneau, on n'a pas accès à aller percer la barrure, par exemple, puis d'aller faire ce travail-là, bien, on ne pourra pas là, intégrer d'autres travails parce qu'il faut penser aussi qu'on a seulement une minute le temps que la soudeuse est en train de souder le prochain morceau, puis le nettoyeur de coin est en train de nettoyer le morceau précédent. Donc, on ne veut pas engorger la machine non plus avec beaucoup d'opérations pour que ça devienne le point qui nous donne notre référence en temps de cycle. Quand on tombe dans les volets, dans les volets, on a un petit volet battant, on a quand même plus d'options qu'on est capable de faire à ce niveau-là. On va être capable de faire les keepers, les snubbers. Les keepers, les snubbers vont quand même prendre beaucoup de temps à vos employés à aller les positionner si on laisse ça vers l'étape d'assemblage. Donc, d'aller les faire sur la machine, on parle d'un principe qui va être quand même très rapide pour la machine parce qu'on vient juste faire un positionnement. On ne vient pas percer, faire des machinages qui sont complexes. On vient juste vraiment là, donner des positionnements. Mais ce qui va arriver, c'est que rendu à votre table d'assemblage, l'employé va être capable de différencier facilement la fenêtre si c'est une gauche ou une droite parce que les trous de Keeper's Number vont déjà être faits. Puis il n'y aura pas besoin de sortir le galon à mesurer non plus pour venir positionner chacune des pièces. Pas besoin de sortir ses feuilles pour savoir cette fenêtre-là à telle mesure. Donc, ça doit être un 2 keeper, 3 keeper, 4 keeper. Par exemple, vous pouvez penser là, à toutes les opérations qu'on peut éliminer à ce niveau-là. Donc, gros avantage, ergonomie d'usine, on élimine du travail sur les tables. On peut peut-être éliminer une table ou deux de travail à la suite. On élimine une station de travail, donc on élimine probablement un employé, deux employés, dépendant du nombre que vous en faites. On vient travailler aussi là, en temps masqué pendant que la pièce est tout simplement en train de reposer. Donc, on vient vraiment aller chercher un gain à ce niveau-là dans notre usine. Après ça, naturellement, on va tomber dans les nettoyeurs de coin. Je vais juste, excusez-moi, je vais juste aller dans mes bonnes slides. Bon, OK. OK. Donc, nettoyeur de coin. Avant d'aller dans la pleine automatisation, j'ai souvent des questions qui me viennent par rapport au nettoyeur de coin. Est-ce que je devrais choisir un nettoyeur à une tête ou à deux têtes? Il y a une mauvaise conception dans le domaine des fois que le monde va penser que deux coins va travailler deux fois plus vite qu'un coin. Ça, c'est probablement la pire idée que vous pouvez vous faire par rapport à ça. L'explication facile, un nettoyeur de coin une tête, la meilleure performance à ce niveau-là va travailler sur deux ponts qui sont indépendants. Donc, on peut travailler le haut et le bas de la pièce en même temps, mis à part certaines opérations parce qu'on aurait un risque de collision. Tandis que quand on travaille avec un nettoyeur deux coins,
C'est un principe de deux axes seulement. Donc, on vient nettoyer le haut et le bas, un après l'autre, au lieu de simultanément. Donc, ce qu'on va réellement chercher au niveau d'un nettoyeur de coin deux têtes, c'est qu'on va éviter à un employé qui va travailler, va rentrer les pièces manuellement dans la machine, on va y éviter une rotation. Au lieu de faire quatre rotations, on va en faire, dans le fond, juste une et sortir la pièce. Le gros avantage que vous allez avoir avec un nettoyeur de tête deux coins versus le un coin, c'est qu'on est capable d'y intégrer des machinages dedans. Donc, si on pense à un volet coulissant, guillotine coulissant, on va penser là, au tilt latch qu'on est capable de venir faire, tilt latch, le pivot, night latch pour ceux qui utilisent ce type de quincaillerie-là. Ce qu'on ne serait pas capable de faire dans un nettoyeur de tête à un coin seulement. Si on pense aux fabricants de portes patio, des fois, vous allez avoir un offset que vos deux montants puis la tête et le seuil n'auront pas la même dimension. Ça prend une tête de nettoyeur de coin qui est un peu spécial. Donc, ça va être plus facile à le faire dans un nettoyeur de tête deux coins que dans un nettoyeur de tête un coin. C'est la seule raison pourquoi qu'on devrait aller vers un nettoyeur de tête deux coins, c'est si on y intègre certains machinages. Avec les nouvelles technologies que les compagnies sont en train de travailler dessus, on va être également capable, je dis bientôt, si ce n'est pas maintenant, d'intégrer des machinages à faire sur, par exemple, sur les volets battants, qu'on serait capable de faire le positionnement de l'écart de coin, les opérateurs, les rails, etc., qu'on est capable de faire dans un nettoyeur de coin de type pass-through, mais qu'on n'était pas capable encore d'intégrer dans un nettoyeur de tête deux coins. Mais là, les compagnies commencent à travailler sur cette option-là. Fait que ça va peut-être redonner un peu de vie au nettoyeur de tête deux coins qui a connu une très bonne époque, là, environ 10 ans, avec la mentalité dont on en fait plus. Mais les gens ont vite réalisé qu'un nettoyeur de coin, une tête, pouvait pratiquement fournir autant qu'un nettoyeur de tête deux coins. Donc, on est à peu près dans les eaux de un pour un ou pour l'autre de 200 cycles, de 200 carrés nettoyés dans une journée, de 200 à 250. Pourquoi une aussi grande marge? Ben, c'est parce que ça dépend si vous nettoyez un volet ou si vous nettoyez un cadre de 6-9-16 qui n'a naturellement pas le même nettoyage à faire qu'un simple volet coulissant. Donc, on va avoisiner ce nombre de cycles-là. Un nettoyeur de coin à une tête ou à deux têtes peut amplement fournir à une soudeuse de type conventionnel, mais ne va pas fournir assez pour une soudeuse haute vitesse. Donc, on s'en va vers où? On s'en va vers le nettoyeur de coin de type pass-through, que lui va être conçu pour venir suivre la cadence d'une soudeuse haute vitesse et de la scie haute vitesse qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Pourquoi qu'on va y aller vers ça? Bon, premièrement, rapidité, flexibilité du travail en temps masqué. Comme je vous disais, on peut venir positionner l'écart de coin, on peut ajouter le rail, on va venir prépercer la fenêtre abattant et la fenêtre coulissant guillotine pour les opérations qu'on doit faire, qu'on doit ajouter la quincaillerie à la fin. Fait que dans le fond, si on prend une ligne automatisée de volet, si vous me suivez bien depuis le début, la seule opération qu'on n'a pas faite dessus, c'est le drainage. Le drainage, on pourrait faire le drainage du volet coulissant, mais le drainage du volet battant étant complexe avec des murs intérieurs qui sont déphasés du trou à l'extérieur, bien naturellement, le punch va rester la meilleure avenue possible à ce niveau-là. On va penser à un travail aussi de haute précision. Au même principe que dans la soudeuse, on va avoir dans le nettoyeur de coin, on va avoir un système de probe qui va venir prendre la mesure de la pièce qui s'en vient dedans. Donc, on ne va pas uniquement se fier à l'information que la soudeuse va donner au nettoyeur de coin, on va venir lui donner la mesure. Donc, si je reviens à mon idée de 1000 par 1000, ma soudeuse me sort mon 1000 par 1000. Encore une fois, toutes les bonnes raisons du monde, la pièce, elle arrive au nettoyeur de coin, puis elle a juste 999 au lieu de 1000. Le nettoyeur de coin va, lui, s'ajuster à la bonne mesure
pour être capable de vraiment faire le meilleur nettoyage possible sur la fenêtre. Naturellement, au niveau des nettoyages, on est rendu en 2020. Vous devriez avoir une garantie du nettoyage à 100%. Vous ne devriez plus avoir un employé qui a un couteau dans les mains qui risque de se blesser ou d'endommager le matériel que vous êtes en train de fabriquer. Ça, c'est autant sur un nettoyeur de coin, une tête, deux têtes ou un de type pass-through. Ça ne devrait plus exister d'avoir un employé là, avec un tel risque dans votre usine. On s'en va à la prochaine étape. La prochaine étape, on va parler de qu'est-ce qui se passe après le nettoyeur de coin. Donc, si je me fie à mon expérience dans le domaine des plus ou moins 15 dernières années, c'est souvent là que les compagnies de machinerie comme nous, comme JSA Machinerie, vont arrêter. On va souvent arrêter là, après le nettoyeur de coin. On reçoit beaucoup de questions, table de travail, etc. Mais c'est beaucoup dans le custom. Puis finalement, la plupart des fabricants finissent par soit fabriquer leur table eux-mêmes ou trouver un ferrailleur dans leur ville qui est capable de leur assembler une table dans les bonnes dimensions qu'ils ont besoin à ce niveau-là. On a décidé d'approfondir un petit peu la question et de voir qu'est-ce qui se passe en Europe quand on pense au principe européen qu'on dit eux sont automatisés d'un bout à l'autre, c'est à peine si le camion ne se fait pas loader par lui-même. C'est vrai. Puis la grosse question qui nous vient tout le temps, c'est est-ce que ces technologies-là sont applicables à la fenêtre nord-américaine? Eh bien, oui. La pensée est souvent qu'à cause que la fenêtre européenne a un prépositionnement de quincaillerie qui est plus simple que la fenêtre nord-américaine, que c'est pour ça qu'ils ont de l'automatisation à ce niveau-là. Mais en gardant un mix d'automatisation et de semi-automatisation, quelques stations de travail, on peut être capable d'améliorer énormément notre cycle de travail dans notre usine en intégrant de l'automatisation. Ici, on va parler, par exemple, de déchargement assisté. Donc, si vous pensez que vous avez une ligne de type pass-through qui vous donne 400, plus ou moins 400 carrés dans une journée, bien, vous pouvez penser que vous avez besoin d'un employé qui est au bout de la ligne, qui est assis là, puis qu'à toutes les minutes, il y a une pièce qui sort. Donc, l'employé doit décharger la ligne à toutes les minutes. Est-ce que c'est rentable pour vous d'avoir un employé qui travaille environ 5 secondes par minute? Non. Est-ce qu'on peut lui faire autre chose à cet employé-là? La question, c'est souvent, c'est pas évident de lui faire autre chose parce que ça reste qu'à toutes les minutes. S'il n'enlève pas la pièce, on ralentit le reste du processus, on ralentit la ligne, mais on pourrait arriver avec un déchargement assisté. Donc, on pourrait y aller aussi simple qu'une table qui vient retirer la pièce de la table du nettoyeur de coin, puis la mettre dans un système de rack sur roulette ou un rack fixe, ou que les employés qui font le montage de la fenêtre après pourraient venir les chercher quand ils sont rendus à la prochaine étape, au lieu de devoir toujours déloader la machine à la main à chaque fois qu'il y a une pièce de fait. Donc, déjà là, on a une grosse amélioration. Notre temps de cycle sur la ligne automatisée de soudage-nettoyage ne va pas être arrêté à cause qu'on n'a pas déchargé la ligne. Donc, notre amélioration. Après ça, on peut s'en aller, là, on peut aller un petit peu plus loin dans cette idée-là. Si tu pourrais me mettre. OK, merci. C'est juste une idée de layout. J'en ai pris un qui est vraiment simple. On peut le complexifier beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est une usine que j'ai visitée en Allemagne, que je trouve qui est très, très simple à expliquer. C'est un fonctionnement qui travaille en une cellule en C. Donc, si vous regardez au haut de l'écran, vous allez voir qu'il y a une soudeuse. C'est une soudeuse haute vitesse qui envoie vers un nettoyeur de tête un coin avec une table de rotation. Pourquoi une soudeuse haute vitesse quand une soudeuse conventionnelle pourrait suffire pour une question de précision de travail? Cette compagnie-là a fait l'acquisition d'une soudeuse haute vitesse pour vraiment aller chercher là, le carré parfait qu'on voulait faire. Donc, si je prends le processus de la manière qui va fonctionner, c'est qu'on va aller de la soudeuse au nettoyeur de coin
Ben, en fait, il y a une station de refroidissement entre les deux qui ne fait pas de machinage, parce que là, si on parle d'une fenêtre européenne, donc un petit peu différent. On va s'en aller jusqu'au bout. On va avoir un buffer. Ce buffer-là, quand ça va être un cadre, il va l'envoyer aux tables de travail qui sont en vert dans le milieu. Les employés vont recevoir le cadre, faire les opérations qu'ils ont à faire dessus, puis les remettre sur le rack à côté de eux. Puis le buffer va les reprendre en charge, puis les emmener complètement au bas de l'écran sur un rail qui est, les pièces vont être à la verticale, s'en aller vers les opérateurs. Dans le cas d'un volet, le volet va passer le nettoyeur de coin, va s'en aller dans le buffer, va s'en aller sur la dernière ligne, pas la ligne complètement en bas, mais la ligne de travail qui est juste au-dessus. Il va y avoir une pause de quincaillerie qui va être faite par un opérateur, assisté d'une machine qui va venir percer en même temps que l'opérateur va travailler. Le volet va être déchargé sur un buffer, s'en aller dans un rack qui va faire face à la ligne verticale du bas où ce que les cadres vont arriver. Le cadre va arriver sur la ligne en bas, va passer devant un scanner, la pièce va être scannée, ça va indiquer dans le rack à volet fini quel volet prendre à l'opérateur avec un simple jeu de lumière. Après ça, l'opérateur va prendre ses volets, les mettre dans le cadre, et pendant ce temps-là, la dernière machine complètement à droite, c'est un système de tri de thermo qui va aller chercher le bon thermo pour les volets qu'on est en train de poser, les emmener juste à côté de l'opérateur. Donc, ici, l'opérateur qui fait l'assemblage va dans sa même cellule de travail qui fait environ, je dirais, une dizaine de pieds de long. Il va recevoir ses volets, va recevoir ses cadres et recevoir ses thermos. C'est sûr qu'on parle quand même d'une petite échelle ici. On parlait d'un manufacturier qui va faire une centaine de fenêtres par jour. Mais vous pouvez voir que même à 100 fenêtres par jour, on est capable d'automatiser une usine. Puis ça ne change pas du fait qu'on fasse une fenêtre coulissant en guillotine, qu'on fasse une fenêtre battant ou qu'on fasse une fenêtre tilt and turn européenne. Ça change juste qu'est-ce qu'on va faire à chaque table, mais il y a un processus qui peut être intégré. Si on pousse la logique un petit peu plus loin, mais là, on serait capable d'avoir une ligne de cadre, une ligne de volet, les stations de soufflage, les stations d'hybride. On pourrait avoir différentes stations de travail qui pourraient être intégrées, mais dans le but final d'avoir un rack à volet, un rack à cadre, qui sont un à côté de l'autre pour un opérateur qui fait l'assemblage final de un dans l'autre. Donc, on est vraiment capable de pousser l'automatisation à ce niveau-là. Les complexités qu'on va avoir, que nos amis européens n'auront pas, va être beaucoup autour de la quincaillerie parce que notre quincaillerie ne tient pas par elle-même dans la machine. Donc, on ne peut pas nécessairement se faire assister par une visseuse automatique. Ça va devoir être un humain qui va venir visser la quincaillerie. Puis on va avoir aussi là, nos moulures à briques, par exemple, qui va faire en sorte que on doit bien penser à comment on positionne les pièces pour les déplacer sur nos différents rails. Mais la mentalité de penser qu'on ne peut pas automatiser après une ligne de soudage est complètement fausse. On est capable d'aller beaucoup plus loin que ça dans nos usines qu'on a là. Puis je pense qu'avec notre ami le COVID, on va en voir de plus en plus des projets dans notre région qui vont faire surface parce que la difficulté d'avoir des employés, la difficulté d'avoir des employés qualifiés va vraiment sortir de plus en plus, qui était déjà un problème auparavant. Puis en plus, ben là, si on pense à d'avoir distancé nos employés dans l'usine, d'avoir des stations de travail qui vont être à 2 mètres et plus d'un de l'autre, on se rajoute de la complexité avec le vieux principe de tout déplacer à la main. Tout le monde touche à toutes les fenêtres de A à Z. Dans un cas de système automatisé comme ça, on a beaucoup moins de manutention, on a beaucoup moins de risques de propager quoi que ce soit. Donc, c'est des nouveaux éléments à rentrer en compte quand on regarde pour automatiser une usine. Après ça, simplement, si vous aviez eu la chance de regarder nos derniers webinaires, la première version du webinaire qu'on avait fait était les chambres de peinture. Il y a différents principes
de chambres de peinture qui vont exister. On est, par exemple, on va prendre la chambre de peinture que nous, chez JSA, on distribue, c'est la compagnie Furniture, que dans le fond, c'est un système de rails au plafond qui vient alimenter un robot peintre. Mais il existe quand même d'autres technologies. Si on pense à peinturer en barre, il y a différentes solutions qui existent à ce niveau-là aussi. Dans le cas présent, si je m'en vais vers un layout bien simple d'usine, c'est qu'on va avoir une zone pour rentrer les pièces. On va les mettre sur une balance, ce qu'on appelle une balancelle. La balancelle va faire son bout de chemin, s'en aller vite devant le robot. Le robot va venir peinturer la pièce. Ça pourrait aussi bien être un humain à la place d'un robot si on veut tomber dans un module de semi-automatisation. C'est des projets qui peuvent se faire en 2 étapes aussi. Donc, de prévoir l'ajout d'un robot éventuel, puis après ça, de s'en aller, de commencer en mode manuel au niveau de la peinture, mais de quand même créer notre processus automatisé d'usine qui va nous aider au niveau du temps de production, le temps de séchage, beaucoup moins de manipulation des pièces parce qu'on les laisse sur les crochets. On va parler beaucoup d'ergonomie d'usine à ce niveau-là. Après ça, si on tombe dans la peinture en barre, si vous voyez, par exemple, à l'écran présentement, on pourrait avoir les fameux systèmes de cale qui viennent nous aider à ne pas avoir à masquer les pièces. Souvent, ce qu'on voit chez les fabricants de ces machines-là, c'est qu'on va avoir des principes qui sont assez limités au niveau de l'automatisation. Mais il y a certaines compagnies qui vont se spécialiser, qui vont avoir des tables, là, si vous regardez en haut à droite de votre écran, c'est une table de déchargement de ces barres peinturées-là. Donc, il y a des temps de séchage qui vont être pensés. Il va y avoir, on rentre dans l'automatisation de ce principe-là. C'est des technologies qui existent présentement. Donc, ne pas penser que la simple petite machine qui va peinturer une barre va nous limiter en termes d'automatisation. Il y a différents principes qui vont exister à ces niveaux-là. Je vous invite à aller revoir peut-être mon webinaire sur les chambres de peinture automatisées où je rentre un petit peu plus dans le détail de nos chambres à peinture pour peinturer des boîtes. Juste sachez que le même principe peut être utilisé aussi pour les barres. Donc, on pourrait peinturer les barres avec un robot. Le seul avantage qu'on aurait d'avoir une ligne qui est dédiée aux barres, c'est qu'on va éliminer le masquage, tandis qu'avec le robot, on n'élimine pas le masquage de la pièce. C'est un petit bémol au niveau de cette technologie-là. Mais pour la peinture en boîte, qu'on appelle, il n'y a malheureusement pas de miracle encore à faire à ce niveau-là, à ce que j'ai vu dans les technologies existantes pour éviter le masquage de nos boîtes. Donc, c'est l'information que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite à faire appel à nous si vous avez des questions. C'était vraiment un survol des différentes technologies qui peuvent exister, mais naturellement, on pourrait aller beaucoup plus en détail de chacun des points. Il s'agit juste de rentrer tout ça, condenser tout ça en 1 heure. Ce n'est pas toujours évident de savoir où qu'on commence, où qu'on arrête, mais faites appel à moi et à notre équipe si vous avez la moindre question qui vous viendrait à l'esprit. Autant au niveau des portes également, qu'on peut, je peux vous informer là, des technologies qui existent sur le marché à ce niveau-là. Stéphane? Oui, bon, merci beaucoup, Martin. Puis je pense on va te revoir au cours de la semaine. On a aussi des webinaires déjà qui sont sur demande dans la plateforme. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont en anglais, mais je pense que la plupart des gens ici sont quand même capables de suivre ces webinaires-là. Puis, dans le fond, vous êtes sur le Marketplace aussi. Vous avez votre kiosque là-dessus, je pense. Oui, on a notre kiosque sur Marketplace. Puis comme Stéphane disait, dans le volet éducation, on a les derniers webinaires qu'on a fait. Puis pour répondre à ton questionnement, Stéphane, dans notre cas présentement, tout ce qu'on a fait en anglais, on l'a fait en français aussi. OK.
les versions anglaises et françaises. Pour ceux qui sont bilingues, je vous invite peut-être à écouter les deux versions parce que dans mes webinaires, j'ai des invités qui sont du domaine de la présentation. Par exemple, pour la peinture, j'avais Marie-Pierre Moret de chez Peinture Laurentide en français. Puis j'avais la peinture Evotech en anglais. Donc, ils ont apporté des éléments un petit peu différents à leur présentation. Donc, des fois, c'est des informations qui pourraient être intéressantes là, pour les clients. Même chose pour présenter le deuxième webinaire que j'ai fait. J'avais différents intervenants. Là. J'ai eu Quincaillerie Rabel qui est venu et les Roto Hardware qui est venu pour la version anglaise. Donc, ça peut être intéressant pour le monde d'aller voir. Bon, ben, parfait, donc on va regarder ça, puis on se revoit cette semaine un peu plus tard. Merci beaucoup. Je veux juste aussi remercier encore une fois Quanex, notre sponsor principal, notre commanditaire, présentateur du Marketplace. Donc, on se reparle, puis merci beaucoup.